C'est l'heure de notre rendez-vous sur Europe 1. La nuit nous enveloppe, protectrice. C'est le moment où l'on peut se laisser aller aux confidences. Si vous vous sentez seul, un peu perdu face à une situation difficile à démêler, appelez-moi au 39 21 et avec l'aide de ceux qui nous font l'amitié d'être à l'écoute, nous essaierons de vous aider à avancer. Ce soir, vous serez accueillis par Paul et Jeanne et c'est Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez y participer également en envoyant vos mails sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21 et vous les commencez par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous parler et surtout d'être aussi bien accueillie par Paul. Ah, merci pour lui. Oui. Est-ce que du bonheur, très chaleureux, très sympathique. Ouais. On aurait envie chaque soir d'avoir un coup de fil de Paul. Ah bon, c'est une petite annonce, une petite invitation là. On va lui dire alors, qui vous rappelle comme ça. C'est très sympathique. J'ai entendu, oui, qu'il vous disait il va falloir qu'on se quitte et que c'était à regret. Ah mais vous savez, ça demande du temps, de la sélection, leur fait passer des tests, écoutez, très pointus, voilà, et on a les meilleurs avec nous. Le jeu en valait la chandelle. N'est-ce pas? Oui, vraiment, entre vous et votre équipe, que du bonheur. C'est vrai qu'ils sont adorables. Tout à fait. Bon, alors je vais voir avec Paul s'il peut vous rappeler de temps en temps. Il est déjà très occupé, le jeune homme. J'imagine, parce qu'avec un tel contact, j'imagine qu'il doit avoir une sacrée coupe. Ah oui. Bon, je vais peut-être un peu passer l'âge, mais bon, c'est tout. Ah, écoutez. Voilà pourquoi je vous appelle. Je vous avais appelé il y a 2 mois à peu près pour témoigner qu'après une rupture, on pouvait se sentir très très bien. Oui. J'avais pris la décision de quitter mon ami avec qui je vivais une relation chaotique depuis 12 ans. Nous vivions chacun de notre côté et c'était très compliqué. J'étais plus heureuse et j'avais pris la décision d'arrêter. J'ai conservé cette décision et je me sens bien, je me sens libre. Je suis partie en vacances seule. Ça faisait des années que je n'avais pas passé d'aussi bonnes vacances. Oui. Je reprends goût à plein de choses. Je refais du shopping, je me rhabille. Paul m'a posé la question. Ce n'est pas pour un autre homme, pas du tout. Mais c'est rien Il est que curieux, pour moi. ce Paul. Il fait son enquête. Donc je revis bien, je vais bien. Oui, c'est vraiment pour vous. Vous avez plaisir, c'est ça, à faire du shopping, à vous habiller à nouveau. Voilà. Comment se fait-il que vous ayez complètement perdu ça auprès de cet homme, toutes ces parce que c'était quelqu'un d'assez rigide, qui avait sa façon d'être, et je pense que j'ai fait en quelque sorte une certaine dépendance affective. J'ai essayé de lui faire plaisir. Bref, je me suis oubliée pendant des années. Oui. Donc je vais bien, ou presque, voilà la raison de mon appel, c'est qu'en fait, je revis, mais dès que je suis seule, parce que évidemment je vis seule, je ne fais que ressasser tous les mauvais moments que j'ai passés avec lui, qui m'ont fait mal, et je n'arrête pas de les ressasser en me disant, mais j'étais idiote, pourquoi est-ce que j'ai supporté ça aussi longtemps? Et ça me gâche la vie, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il reste présent d'une certaine façon dès que vous êtes seul, mais vous ne profitez pas pleinement de cette solitude parce que lui est présent dans votre esprit avec ses mauvais moments. Voilà, j'ai fait du tri dans les mails, dans les courriers, j'avais même oublié, en 12 ans on oublie des choses, donc j'ai retrouvé des événements qui se sont déroulés, qui ne m'ont pas fait plaisir, qui m'ont fait de la peine, et je ressasse sans arrêt tout ce qui m'a fait mal, tout ce qui m'a déplu. Et je me remets en cause en disant, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pris cette décision plus tôt alors que je vivais si mal? Mais c'est en contraste avec ce que vous vivez aujourd'hui et le fait que vous vous sentez beaucoup mieux, non? Oui, mais pourquoi? C'est ça ma question. Comment se fait-il que je ressasse tous ces mauvais moments? Mais vous ressassez ou vous y repensez? Parce que c'est une façon aussi peut-être de les retraverser pour vraiment les sortir définitivement de vous, parce que c'est récent quand même cette... Voilà, c'est une question que je vous pose justement. J'avoue que je commence à en avoir assez de penser à cette partie de ma vie. Bon, 12 ans, c'est pas rien non plus. Et non, c'est ça, c'est quand même... vous êtes resté 12 ans avec cet homme.
Et ça ne fait que 2 mois que vous êtes séparés de lui, si je comprends bien. Nous ne vivions pas ensemble. Oui, enfin, que vous êtes séparés de cette relation, de lui quand même, malgré tout, même si vous ne vivez pas avec lui. Donc c'est très court, 2 mois. D'accord. Et en 2 mois, ce qui est formidable, c'est que vous ne regrettez pas cette décision. D'ailleurs, même vous dites plutôt pourquoi vous ne l'avez pas prise plus tôt. Tout à fait. Parce que vous revivez, là, vous vous sentez mieux. Mais néanmoins, vous êtes quand même encore rempli de toutes ces souvenirs, ces images, même des souvenirs négatifs. Mais peut-être je n'ai que des souvenirs négatifs. Ben oui, vous n'avez que... oui, c'est ça. C'est ça. Vous voulez dire qu'il n'y a pas il n'y a pas même de moments positifs, parce qu'il y en a eu quand même. Il y en a eu automatiquement. Mais là, vous êtes plutôt dans le négatif. Je ne suis que dans le négatif. Dès que je suis seule, je sors, je vois du monde, j'ai des activités, je n'y pense pas évidemment. Et je suis quelqu'un qui bricole un peu dans la maison, qui coud, et dès que j'ai une activité qui me permet de penser, et badaboum, je repense à tous ces moments négatifs. Mais quand vous y repensez, vous êtes dans... C'est plutôt vous vous reprochez, vous vous en voulez de ne pas avoir pris la décision plus tôt, ou ça ne vous rend pas d'humeur triste? Oh non. Non, c'est ça. Non, ça ne me rend pas triste. C'est pour ça que je trouve pas ça préoccupant, dans la mesure où on voit bien que vous êtes dans l'action, vous faites plein de choses aujourd'hui que vous ne faisiez plus. Et vous retrouvez le plaisir, vous avez du goût à faire toutes ces choses que vous aviez oubliées. Des années que je m'ennuyais dans cette vie de couple. J'ai eu du mal à prendre une décision, certainement la peur de la solitude. C'est tout maintenant, j'assume, mais non, je regrette ces années où je n'ai pas eu assez la force de dire non, on arrête là cette histoire qui ne me convient pas, quoi. Mais disons que j'aimerais bien m'en sortir de ces pensées. Ils sont pas toujours agréables non plus de repenser à un passé qui n'était pas toujours drôle. Si encore j'évoquais les bons moments, mais non, ce n'est pas le cas. Donc c'est peut-être une façon de faire le deuil d'une histoire. Oui, peut-être que c'est quand vous pensez à lui, vous éprouvez quoi aujourd'hui? Quel sentiment? J'ai éprouvé longtemps de la rancune. Maintenant, je crois que j'éprouverais plutôt de la pitié. De la pitié en me disant, je sais qu'il n'était pas facile, mais que je pense qu'il va se retrouver seul. Je souhaite de retrouver quelqu'un, ce qui n'est pas gagné non plus, mais un peu de pitié par rapport à sa façon d'être, à sa façon de vivre. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Pour l'instant, que je profite un peu, que je me remette. D'accord. Et puis après, on verra. Je vais avoir 60 ans. Oui. J'ai eu une vie, j'ai eu des enfants, des petits-enfants. Pour l'instant, j'ai envie de souffler, de profiter un peu, alors que toutes ces années, je me suis ennuyée, en fait. Et je m'en veux de m'être ennuyée autant toutes ces années et de n'avoir pas su réagir. Je crois que j'ai beaucoup de rancune vis-à-vis de moi. Oui, vous êtes en colère un peu après vous, finalement. Je suis en colère après moi, c'est cela. Pourtant, mon entourage me disait, tu n'es pas bien, arrête cette relation. Évidemment, dans ces cas-là, on ne veut pas écouter l'entourage. Mais non, mais c'est-à-dire que c'est qu'à un moment, cette relation a représenté quelque chose, et c'est important de comprendre pourquoi vous n'avez pas, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pu vous en libérer plus tôt. Ce qui est important, c'est que à un moment vous avez trouvé la force, l'énergie de partir. Vous dites que vous aviez peur de la solitude. Je pense que c'était ça. Il y avait une peur de la solitude. Finalement, vous vous rendez compte que vous pouvez y faire face à cette solitude? Je pense, oui. Oui, effectivement. Oui. Mais ça serait plutôt dans cette mise en perspective qui est encore très récente, de vous dire qu'est-ce qui fait que alors que vous étiez mal, vous n'arriviez pas à quitter cet homme, ce qu'il a pu représenter aussi, quelle place vous teniez dans cette relation, ce qui permet d'avancer, d'être un peu plus parfois un peu plus indulgent vis-à-vis de soi-même, de comprendre que parfois quand on n'arrive pas à se séparer de quelqu'un qui pour autant, d'une relation qui ne nous fait pas de bien, c'est qu'il y a quelque chose qui nous lie inconsciemment.
Oui. Et vous n'étiez pas à même la peur de la solitude. Au-delà, il y a des choses à creuser certainement derrière. Pourquoi ça vous faisait si peur? Pourquoi vous vous étiez autant oublié dans cette relation? Parce que ça aussi, ça pose question. Donc, c'est important pour la suite, même pour vous, parce que vous pouvez, là pour le moment, je comprends, compte tenu de cette histoire que vous décrivez comme finalement, où vous étiez complètement perdu de vue, que vous ayez surtout envie de vous retrouver. Mais il se peut que vous rencontriez un autre homme à un moment et que finalement, ce qui à un moment n'a pas marché dans une histoire, ça peut aussi servir, entre guillemets, dans une autre. De comprendre les mécanismes, ce qui était un peu en jeu. Oui. En fait, vous m'interpellez en quelque sorte. Cet homme avait 11 ans de plus que moi. Et c'était quelqu'un de très autoritaire, un peu comme mon père. Et qui avait une façon d'essayer de me driver, où parfois j'étais docile, ou parfois je ne l'étais pas. Et peut-être était-ce là que je recherchais aussi. Bonne question. C'est possible. Si en tout cas, si cet homme avait, par certains aspects de sa personnalité, vous faisait penser à votre père, ça peut expliquer d'autant plus que vous ayez eu du mal à le quitter. Oui, c'est pas impossible. Même si ces aspects-là de sa personnalité vous étouffaient, mais si vous avez eu un père assez autoritaire ou qui voulait décider pour vous, qui était... Qui voulait décider pour moi, qui était très autoritaire et qui est décédé quelques mois après que je rencontrais cet homme d'ailleurs. Donc d'autant plus. Voilà. Et dont j'ai eu beaucoup de mal à faire le deuil. Donc oui, c'est vrai que vous m'ouvrez une porte. Oui, donc cet homme, en plus, était là, à un moment, a été une image, enfin quelqu'un à qui vous avez pu vous raccrocher et au moment en plus, enfin vous avez perdu votre père. Oui, je pense. Oui, c'est vrai que je n'avais jamais. Ça sert toujours de vous parler. C'est vrai que j'avais pas pensé à cela encore. Et que ça ouvre des portes, tout à fait. Ça ouvre des portes pour une vie future. Oui, c'est ça. C'est important de comprendre après ce qui peut être en jeu pour la suite, parce que si vous voulez, c'est ce qui permet à un moment de pas ressasser. C'est-à-dire qu'on peut essayer, quand on donne du sens un peu à des événements, à une relation, ça permet une certaine une ouverture donc et une certaine mise à distance. C'est-à-dire c'est là où on se dit aussi une certaine indulgence par rapport à soi. C'est-à-dire qu'à un moment peut-être vous ne pouviez pas faire autrement et que même ça vous a été utile d'une certaine façon. Oui, je pense. On avance sur le chemin. Quand on rejoue quelque chose, oui, finalement, il a fallu à un moment rejouer quelque chose d'une relation un peu comme ça, avec un homme qui décidait pour vous, pour mieux, à un moment, pouvoir vous affranchir, vous. Enfin. Oui, c'est possible. C'est même sûr, d'ailleurs. Enfin, c'est vrai que ce qui me met en colère, c'est que j'ai été tellement longue à réagir, mais bon, c'était certainement un chemin... C'était votre chemin, c'était il vous fallait en passer par là. Oui, mais enfin c'est dommage, j'ai 58 ans, j'aurais pu réagir quelques années avant. Mais je crois que c'est que vous ne pouviez pas réagir. Parce que ça c'est ce qui est vous dites comme si tout était dans ces cas-là, on raisonne dans ces cas-là comme si on avait une maîtrise totale sur les gens, sur les événements. Mais c'est oublier l'existence de l'inconscient. C'est vrai aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui fait qu'on on se croit, comme le disait Freud, maître en sa demeure, alors que non. En fait, c'est souvent l'inconscient qui mène la danse et donc... Vous voyez, on fait référence au libre arbitre, au fait que l'on décide. Oui, certes, mais jusqu'à un certain point, quand on ne sait pas ce qui agit en souterrain. Oui,
Et on se demande pourquoi d'un coup, moi j'ai vécu très mal pendant des années, j'en ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup pleuré, j'ai mal dormi, un mal-être total. Et pratiquement en quelques jours, c'était fini. Je ne souffrais plus, son attitude ne me faisait plus rien, je n'avais plus envie, j'avais décidé de tourner la page. Et on ne sait pas pourquoi l'inconscient d'un coup dit bon allez stop, on arrête là, il faut que tu vives mieux. Pourquoi je pense qu'il y a eu un détonateur qui a fait certainement. C'est pas toujours lequel, mais non. Bizarrement, pratiquement en très peu de temps, ma décision a été prise et puis une libération, c'est ce que je vous avais dit il y a 2 ou 3 mois, libérée, soulagée. Et qui se confirme, hein, donc ça c'est très positif. C'est-à-dire que vous ne remettez pas du tout en question votre décision, au contraire. Pas du tout, voilà. Pas du tout. Donc bon, tout ça est très constructif. Je suis bien. Si j'arrêtais de toujours repenser à ces moments de mal-être, à ces années de mal-être, quoi. Entre deux bons moments, il y avait 50 moments de mal-être. Donc, et c'est ça que j'aimerais éliminer, mais je pense que je vais y arriver. Mais vous m'avez ouvert une porte sur la vie qui va suivre après. Et je vous en remercie, comme toujours. Mais je vous en prie, il y a Géraldine qui dit le plus important, elle vous envoie un petit mail pour dire c'est d'avoir réussi à sortir de cette relation non épanouissante. C'est un pas de vie courageux. L'important c'est la vie que vous avez choisie aujourd'hui et aussi celle qui reste à venir, différente et forte de cette expérience passée. Il n'est jamais trop tard pour choisir la vie. C'est très juste. C'est très gentil, c'est très joli, Géraldine. Merci beaucoup à elle. C'est vrai. Moi, de toute façon, j'ai décidé d'être centenaire. Bon, alors on se rappelle dans de très nombreuses années si je suis toujours là. Hein, mais... L'espérance de vie chez les femmes, c'est à peu près 80 ans. Je trouve que j'ai perdu des années. Bon, alors il est normal que... Alors, il est normal, exactement. Il est normal quand même. Que vous en profitiez maintenant. Un petit effort quand même. Oui, tout à fait. Oui. J'espère que je vais avoir d'autres soucis, que je pourrai vous rappeler Paul. Oh mais décidément. Je n'ai pas le droit de donner son numéro de portable. Hein. Il est très sollicité, mais non, je n'ai pas le droit. J'imagine bien que vous le gardez pour vous. Oh non, qu'est-ce que vous allez assigner? Non. Moi, je l'appelle uniquement sur un plan professionnel, hein, Paul. Voilà. Donc, voilà. Il préfère que ça ne sonne pas trop le portable. Mais enfin, il est très heureux en tout cas. Voilà, de tous ces compliments que vous lui faites. Et puis vous pourrez le rappeler de temps en temps. D'accord. Je vous embrasse. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir, à bientôt, Daniel. Caroline, au revoir. Coldplay, Charlie Brown. Europe 1. Bonsoir, Émilie. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Donc, je vous appelle pour avoir vos conseils et des auditeurs également. Oui. Donc, je suis actuellement avec quelqu'un. Donc, ça fait 3 ans. Il m'a proposé qu'on se mette en ménage tous les deux, mais on va dire que j'ai du mal à m'engager dans cette voie. J'ai peur de sauter le pas, de me mettre en ménage avec cette personne. Pardonnez-moi, Émilie, c'est pas possible de bouger un petit peu? Je suis désolée, mais on a un petit bourdonnement. Fifi me dit là au niveau de la liaison. Vous m'appelez d'un portable là, hein? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Donc on entend un bourdonnement. Allez-y, parlez-moi, voir. Là, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, là c'est bon. C'est bon, vous pouvez. Vous êtes bien là? Oui, là c'est bien. Bon. Oui, donc lui souhaiterait emménager avec vous. Oui, voilà. Et donc j'ai peur de m'engager dans cette voie parce que tout plein de choses, comme j'ai peur qu'ils se disent que cet amour sera acquis ou qu'il peut aller voir ailleurs, ou de me lasser tout simplement en fait.
J'ai peur de tout ça et c'est pour ça que je retarde à chaque fois l'échéance du fait de m'engager. Et, donc, je sais pas Mais comment... vous en avez envie ? Oui, j'en ai très envie. Mais on va dire que j'ai un manque de confiance du côté masculin parce que mon père m'a quittée à l'âge de 3 ans. Et ensuite, j'ai mon beau-père qui est décédé récemment, il y a 3 ans de ça. Et donc, depuis, j'ai toujours une mauvaise image du côté masculin. Et c'est pour ça que ça me bloque à chaque fois de faire confiance aux hommes ou tout ça, quoi. Vous n'avez plus de contact avec votre père après vos 3 ans ? J'ai eu quelques contacts avec mon père, mais c'était très furtif. Là, j'en ai plus aucun. Ça fait bien 5-6 ans à peu près quand même. Oui. Et donc, j'arrive pas à avancer de ce côté-là. Il vous manque. Ça vous manque En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il me manque sans me manquer. Parce qu'à 3 ans, il y a eu un manque, je pense, un petit peu quand j'étais un peu plus petite. Mais après, depuis à l'adolescence ou quoi, non, pas du tout. Votre beau-père était là à l'adolescence, c'est-à-dire Oui, à l'adolescence. Oui. Vous l'avez connu à quel âge, votre beau-père ? Vers les 13 ans, à peu près vers 13 ans, ouais. D'accord. Donc là, actuellement, j'en ai 23. Et vous aviez une relation très proche avec lui ? Oui, très très proche. Oui. Oui, très très Donc proche. Ça a été très difficile pour vous quand il est décédé. Oui, en plus ça a été assez brutal vu que c'était un infarctus. Donc je m'attendais pas du tout. Ben oui, forcément, ouais, et là vous vous associez avec votre père, c'est-à-dire vous vous êtes senti abandonné. Oui, exactement, c'est ça en fait. Une première fois j'étais abandonnée, une deuxième fois, et en fait c'est que j'ai peur que l'histoire se recommence en fait. À chaque fois que je m'engage ou que je m'attache aux hommes ou quoi que ce soit, j'ai peur que par la suite j'ai un abandon. Qu'il soit absent, qu'il vous fasse défaut. Exactement. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé entre vos parents à l'âge de 3 ans, votre mère vous en parle, vous en a parlé de votre père, comment elle en parle? En fait, au début, c'était des déplacements professionnels. Donc, c'était toutes les semaines, il rentrait à la maison. Ensuite, c'était tous les mois. Et après, c'était des années, en année, tout simplement. Bon, après, ils se sont quittés. Mais bon, on va dire que c'était une rupture automatique, quoi, tout simplement. C'est quoi une rupture automatique? Dans le sens où ça s'est fait naturellement. Chacun savait qu'ils n'étaient plus à leur place, quoi. Et donc, ça s'est fait comme ça. C'est votre mère il a quitté votre mère? Oui. Pour moi, mon père a quitté ma mère, oui, exactement. Non, pas tant que ça. Parce que justement, vous m'avez dit, mon père m'a quitté. Oui. Ça a été lourd de conséquences pour vous, puisqu'effectivement, à partir de ce moment-là, vous ne l'avez plus beaucoup vu. Alors, quasiment pas. Oui. Mais c'est pas vous qui l'a quitté, néanmoins. Oui, c'est pas moi qui l'a quitté, mais on va dire que... Mais ça en dit long, votre façon. C'est-à-dire que c'est comme si vous à ce moment-là, c'est comme s'il ne voulait plus de vous. Oui, exactement, c'est ça. En fait, alors que c'est de la relation avec votre mère qu'il ne voulait pas. Mais je suis avec elle, donc c'est forcément, lié. C'est compliqué, fait, oui. Exactement, quand l'enfant est petit, qu'il est avec sa mère, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, surtout si on est en conflit avec l'autre. Oui. Donc c'est pour ça que je vous demandais sur le côté relation, si c'est séparation automatique, ça n'a peut-être pas été si simple. C'est-à-dire qu'à un moment, ils sont arrivés à faire le constat
que, comme vous le dites, ils n'étaient plus à leur place dans cette histoire. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'amertume, de chagrin, de colère. Et que donc, dans ces cas-là, c'est compliqué je ne suis pas en train de dédouaner votre père, mais parce que on peut, c'est pas parce qu'on se sépare de son conjoint qu'on doit se séparer de ses enfants. Mais c'est certainement pas de vous qu'il ne voulait plus, dont il ne voulait se séparer. Ça a eu pour conséquence. Oui, ça a eu pour conséquence, mais le problème actuel, c'est que je n'ai plus de nouvelles de mon père. Mais oui. Et c'est ça qui me frappe un peu, en fait. C'est que j'ai plus de nouvelles. Ça vous interroge. Une absence, c'est ça, exactement. Ça vous interroge, oui. C'est un homme qui, à l'évidence, avait du mal quand même à être... Il avait une difficulté pour être père. Il y a quelque chose... certainement dans son histoire, qui fait qu'il n'a pas pu aussi assumer ce rœul-là. Vous connaissez votre famille du côté paternel, vos grands-parents? C'est ça le problème, c'est que non plus. Je connais personne du côté de ma famille paternelle. Comment ça se fait? Je ne sais pas du tout. Parce qu'en fait, on va dire que mon père et ma mère sont mis en ménage, parce qu'en fait, c'était un mariage arrangé aussi. Donc je suis d'origine cambodgienne et donc en fait ils se sont mis en ménage parce que mon père connaît la famille du côté de ma mère et donc en fait que fallait bien un jour que ma mère se marie et que mon père la courtisait quoi. Et donc c'est pour ça que ils se sont mariés tout simplement. Il a courtisé votre père? Oui. Ça, c'était votre mère plutôt qui n'était peut-être pas quand vous parlez de mariage arrangé, c'est-à-dire c'est ce qu'elle vous dit. Ma mère ne le connaissait pas vraiment. D'accord. Donc elle était moins demandeuse. Elle était moins demandeuse. Elle voulait pas du tout se marier et finalement mes grands-parents ont accepté le fait que mon père ait demandé leur main quoi, la main de ma mère. Oui, donc ça explique effectivement certainement le fait qu'après, au moment où le couple s'est séparé, que votre mère n'ait pas entretenu même de contact avec sa belle famille, parce que ça arrive parfois, y compris pour vous, enfin, pour que vous ayez des grands-parents, des oncles, des tantes, parce que au fond, elle l'a vécu comme un mariage arrangé. Oui, mais ça me paraît assez bizarre que je n'ai pas de famille, je connais pas sa famille de son côté à lui, quoi. Je connais que mes demi-frères, on va dire, parce qu'il était marié juste avant ma mère. Je connais que mes demi-frères, mais sinon, je connais plus personne, en fait. Donc ça m'attriste un peu de voir que mes demi-frères du côté de mon père tout simplement et d'avoir aucune nouvelle de mon père aussi. Mais oui, mais parce que leur union à la base était complexe dans la mesure où pour votre mère en parle comme si c'était quelque chose qu'elle a subi plutôt. Oui, plutôt, oui, c'est ça. Enfin, qui faisait partie peut-être de sa culture, de son environnement à elle. Donc ça simplifiait pas leur rapport. Exactement. Et donc oui, pour autant, par rapport à votre beau-père, après elle a eu une relation avec un autre homme, votre beau-père, avec qui là elle s'entendait bien? Très très bien, oui. D'accord. Oui. Oui. D'ailleurs, on va dire que elle l'a choisi. Elle a choisi. Ça fait toute la différence. Oui. Exactement, mais bon, après, le destin a voulu autrement. Oui. Donc, oui, c'est pour ça que j'ai toujours un mal fou à faire confiance aux hommes et que j'y arrive pas. Enfin, c'est-à-dire, c'est l'histoire au départ de votre, parce que votre beau-père, lui, aurait bien aimé. C'est vraiment complètement extérieur. Malheureusement, il a eu un infarctus et il n'a pas pu. Voilà, mais vous ne doutiez pas de son amour, semble-t-il. Non, pas du tout.
Bon, en revanche, il y a cette histoire avec votre père qui fait que vous craignez d'être délaissé, d'être Rejeté, voilà. oui. Abandonné, Bon, oui. votre père, lui, c'est encore une fois, mais il y a quelque chose qui est plus profond. Hein, ça suffit pas de le dire et de vous le dire pour que vous l'entendiez véritablement. Simplement, par rapport à votre petit ami, vous êtes, quel sentiment éprouvez-vous pour lui là? Oui, je suis amoureuse, mais j'ai toujours ce doute qui me dit que peut-être que ce n'est pas le bon, ou même à chaque fois, je pense que même si je choisirais une autre personne, que je m'entendrais super bien avec elle ou quoi, j'aurais toujours un doute par rapport à cet engagement. Et je sais très bien qu'un jour ou l'autre, je devrais m'engager par rapport à tout ça, mais j'aurais toujours ce petit doute à chaque fois. Mais vous aussi, vous avez peur, vous avez dit de vous lasser. Oui, j'ai peur de me lasser. C'est pas seulement un manque de confiance en lui, aux hommes, parce que vous dites bien c'est pas lui, hein, c'est le fait de s'engager et d'être déçu moi, finalement. Mais il y a aussi de votre côté, vous avez peur finalement que ça s'arrête et de vous lasser. Alors, vous voyez, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. C'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez peut-être ne pas encore vous sentir prête. Vous êtes très jeune, vous avez 23 ans. Oui, j'ai 23 ans. Bon. Il est plus âgé, votre petit ami? Non, il a 25 ans. Oui. Bon. Oh, il a 25 ans, mais bon, lui, il a 25 ans, donc il est un peu plus pressé que moi, on va dire. Et moi, je vois mes copines commencent à se mettre en ménage avec leurs copains également aussi. Je vois que ça fait 3 ans que je suis avec lui quand même, donc il me dit au bout de combien de temps tu vas attendre? 5 ans encore. Donc il n'y a pas de délai, oui, hein. Il n'y a pas de délai, c'est qu'à un moment peut-être votre désir sera plus fort que votre peur. Oui, maintenant, si vous avez le sentiment que comme ça semble être le cas, que cette histoire, ce que vous vivez comme le fait de cette absence de père vous gêne, est une entrave dans la construction de votre vie de femme, de vie affective, ça vaudrait peut-être la peine d'en parler, d'avoir quelques séances en psychothérapie pour que vous arriviez finalement à sortir de pas voir en chaque homme un homme qui peut vous laisser vous abandonner, parce que la différence, c'est que vous n'êtes plus une enfant. Ce sont les enfants qu'on abandonne, qu'on laisse. Voyez, vous aujourd'hui, vous êtes une jeune femme et vous choisissez, vous décidez de vivre avec quelqu'un. Comme vous pourriez décider, même en vivant avec cette personne, et quand bien même vous vous lasseriez, il serait possible de vous séparer. Oui, bien sûr. Hein, c'est pas, on a le droit de se séparer de quelqu'un dont on n'est plus amoureux. Alors, ça n'a rien à voir avec la relation parent-enfant, où un enfant, effectivement, peut se trouver dans une situation d'abandon moral, d'abandon matériel, se sentir très démuni, parce qu'un enfant est vulnérable. Là, vous avez grandi. Donc, dans une relation amoureuse avec un homme, vous êtes dans une relation égalitaire, c'est-à-dire que vous pouvez partir comme lui peut partir, ou vous pouvez décider, au contraire, de construire quelque chose ensemble. Oui. Vous n'êtes pas cette petite fille qui était totalement tributaire de la décision d'adulte. Mais peut-être que vous ne vous sentez pas encore suffisamment forte. Il y a encore beaucoup de la petite fille qui manque de père en vous et qui aurait besoin donc d'être un peu accompagnée. Pour que justement, en chaque homme, vous ne voyez pas l'image d'un père qui abandonne. Ça permettrait d'avoir des relations plus sereines. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc ça peut valoir la peine si vous avez le sentiment, comme je vous le dis, ça semble être le cas, que ça vous empêche d'aller de l'avant dans votre vie affective. Oui, bien sûr. Alors il y a Eridan qui dit à 3 ans il y a eu une déchirure, à 13 ans une rupture, à 23 ans cet amour peut peut-être refaire un trait d'union entre les hommes et vous, puisque vous voyez, vous êtes aimés.
et vous aimez. Hein, Oui, donc c'est déjà ce qui est très constructif, c'est que ça ne vous empêche pas d'aimer et d'être aimé. C'est qu'il y a une peur. Il y a une peur de l'abandon et qui peut se travailler, qui peut s'élaborer pour que vous ayez un peu moins peur. Et en fait, ce travail, ce serait plutôt comment? Avec un thérapeute, un psychothérapeute, en parlant, comme vous le faites avec moi. Et vous croyez qu'avec tout ça, je pourrais avoir un peu plus confiance aux hommes? Ah oui. C'est-à-dire que vous pourrez parler de la relation avec votre père. Donc vous allez pouvoir laisser le passé au passé. Vous allez pouvoir aussi un peu reconstruire votre histoire. Puisque votre histoire, vous ne pouvez... finalement, c'est votre mère qui vous a parlé de votre père. Vous, c'est comme vous dites, vos souvenirs, ils sont très lointains. Et puis, vous devez vous construire avec cette absence. Et puis après, il y a eu la présence de votre beau-père qui a été très important, en plus au moment de l'adolescence. C'est important qu'il y ait eu ce regard d'homme aimant sur vous, hein, et qui était tendre. Voilà. Donc ça vous a permis de vous construire aussi, ça. Oui. Donc ça vous permettrait de parler de ces relations, de ce manque ou de ce deuil aussi qui a été douloureux de votre beau-père, et donc de pouvoir vous projeter sereinement dans l'avenir. Avec beaucoup moins d'angoisse. Voilà. D'accord. Merci Émilie de votre appel. Au revoir. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je ne sais pas si on vous a expliqué mon histoire. J'ai pas le temps vraiment de voir parce que vous avez appelé, l'émission était démarrée. Dans ces cas-là, j'ai des petites fiches qui s'affichent sur mon écran, mais que je n'ai pas le temps de consulter parce que je m'adresse à la personne qui est en train de me parler. Oui, donc, vous m'en parlez. Bon, je vous explique alors. Voilà, j'ai un petit-fils de 12 ans que ça va faire bientôt 1 an que je ne l'ai pas vu. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Je me demande parce que sa maman ne veut certainement pas que je le voie. Pourquoi ? Vous êtes, c'est compliqué avec elle ? Vous êtes fâché avec elle ? Ah, non, je ne suis pas fâchée avec elle, mais ça fait 4 ans que le papa s'est suicidé, donc mon fils. Ah, ouais. Et puis, depuis ce temps-là, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Au début, on le voyait un petit peu. Après, on l'a vu un peu moins. Et maintenant, on le voit plus du tout. Donc, c'est très dur. Donc, on essaye de le joindre. On ne réussit pas. On envoie des messages. Maman ne répond pas. Chaque vacances, elle est enseignante à chaque vacances. Oui. Elle part en vacances avec le petit-fils. Parce que elle peut se permettre de partir. Elle l'accompagne. Elle a son temps libre, voilà. Donc c'est un peu compliqué. Et je lui avais déjà dit que nous avions des droits sur le petit-fils. Vous lui avez dit en ces termes ? Oui, j'ai dit que nous avions des droits, qu'elle devait nous le présenter. Mais bon, elle ne veut pas. Oui, quand on en arrive à invoquer ses droits, c'est qu'il y a un climat déjà assez tendu. Donc, si ça peut pas se faire comme ça, comme vous dites, ou ça serait important pour vous, pour cet enfant, qu'il maintienne un lien avec la famille paternelle, d'autant plus qu'il a perdu son papa de façon tragique. Quelle relation aviez-vous du vivant de votre fils ? Vous les voyez avec... Ça se passait bien, elle venait, on faisait des repas ensemble, ça se passait bien. Hein. Elle me confiait le petit garçon. Oui, elle vous le confiait. Je le voyais régulièrement. Je le voyais régulièrement. Bon, il se trouve que il n'était pas marié. Donc, elle a voulu apparemment avoir un enfant. Votre fils ne souhaitait pas ? Si, mon fils souhaitait avoir un enfant, mais elle voulait un enfant parce qu'elle avait perdu un frère dans un accident de voiture.
Et mon fils lui rappelait son frère, donc elle voulait un enfant de mon fils. Mais c'est comme ça qu'elle a créé une relation avec, Oui. avec votre fils ? Oui. C'est votre fils qui vous disait ça ou c'est elle qui en parlait ? C'est elle qui m'en a parlé aussi. Elle m'en a parlé aussi. Et bon, l'enfant est né, tout se passait bien. Et puis quand l'enfant a commencé à grandir, elle a voulu l'enfant pour elle toute seule. Donc elle n'a plus voulu du papa. Donc une fois C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, ça a commencé à se détériorer. Même pas, parce que bon, entre eux, à se dégrader. Voir. Le papa l'avait tous les 15 jours. On se voyait à la maison. Le petit garçon était content. Parce que bon, j'aimais bien m'amuser avec lui. Donc il était content parce qu'il jouait avec mamie. Et voilà. Donc 3 fois. Donc elle a repris le papa 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 3e fois, il a dit je regrette, mais je suis quand même pas un pion qu'on reprend, qu'on jette. Bien sûr, oui. Et puis, il est revenu à la maison chez les parents. On est revenu voir papa et maman. Après, il a rencontré une autre personne. Cette autre personne, il s'est trouvé que mon fils a eu une maladie. Maladie de Crohn, c'est pas une maladie contagieuse. Non, mais c'est très invalidant quand même. Donc, sa nouvelle amie a pensé qu'elle allait avoir la maladie aussi, donc elle l'a rejetée. Et c'est une maladie difficile, oui, la maladie de Crohn à vivre. Oui. Et il s'est suicidé parce que elle n'a plus voulu de lui. Ses derniers mots, elle m'a dit ses derniers mots, pour lui, c'est vous croyez que je suis un pestiféré, donc il a pris son fusil et il s'est tiré une balle dans la tête. Donc c'est vrai, le chagrin de mon fils, le petit-fils qu'on ne voit plus, c'est le sang quand même de notre fils. Oui, bien sûr, oui, ça serait... Donc c'est délicat, et puis on ne veut pas froisser la maman, parce qu'on ne sait pas comment lui parler pour nous dire qu'elle nous l'amène. Vous l'avez vu au moment où votre fils s'est suicidé ? Enfin, comment, à ce moment-là, comment elle était, la mère La maman Oui. Déjà, elle m'a fait comprendre qu'il s'était suicidé, mais qu'elle ne m'aiderait pas pour les frais d'obsèques, déjà. Elle m'a fait le 0 avec les doigts de la main, en me faisant comprendre qu'elle me donnerait 0. Mais pourquoi vous lui aviez posé la question ou c'est elle-même spontanément qui l'a évoqué ? C'est elle d'office qui m'a dit, qui m'a fait voir. C'est très violent, je trouve. Oui. Au moment dans un décès aussi tragique de quelqu'un de jeune encore, j'imagine, de quelqu'un, même s'ils étaient plus est-ce qu'ils s'étaient éloignés de résumer ça à l'argent et dire je participerai pas. Nous avons fait toutes les démarches, nous avons payé tous les frais d'obsèques, on s'est chargé d'aller voir un notaire pour la succession pour le petit-fils. À l'époque, il avait 8 ans. Et lui, vous l'avez vu à ce moment-là, votre petit-fils ? Oui. Comment il a réagi, lui, à la mort de son père ? Comme c'était son papa d'amour, c'est vrai que c'était terrible. Donc, j'ai une fille qui, malheureusement, ne peut pas avoir d'enfant. Donc, c'était sa tata d'amour aussi. Donc, et maintenant, ça va faire 2 ans, qu'elle ne l'a pas vu. Parce qu'elle habite la ville où le petit est... La dernière fois, vous l'avez vu dans quelles circonstances ? C'était il y a combien de temps ? Il est venu le 28 décembre chercher son cadeau de Noël. Oui, donc ça fera 1 an en décembre. Donc il m'a appelé le lundi de Pâques pour me dire qu'il allait venir me dire bonjour avec maman et l'autre papy. Il m'a appelé à 10h le matin et à 12:15, maman m'appelle pour me dire qu'il ne pouvait pas venir. Il avait un match de tennis avec son école.
Ça m'a paru bizarre un lundi de Pâques. Et quand vous le voyez, c'est toujours en compagnie, il vient avec sa mère. Oui, il est toujours avec maman. Oui. Ou c'est-à-dire qu'il est encore, jeune pour pouvoir venir, seul ou vous appeler ou bon. Ce qui ne veut pas dire qu'il l'exprimera pas. À un moment, qu'il ne sera pas en mesure de le faire. Donc. Mais là, c'est vrai que la mère a un grand pouvoir puisque c'est elle qui l'élève désormais seule. Et qu'il a capté là, puisque vous dites même à l'origine, enfin, d'après ce que j'ai compris, elle a eu une relation, avec votre fils, parce que votre fils lui faisait beaucoup penser à son frère, disparu dans un accident. C'est d'ailleurs la collusion des deux décès est assez troublante. Enfin, c'est assez tragique. C'est-à-dire que finalement, elle a perdu son frère. Votre fils lui faisait penser à ce frère, elle veut un enfant de lui. Enfin, on voit comment il est investi, cet enfant, comme s'il devait remplacer un mort. Et de plus, c'est lourd, Oui, et de plus, on n'appelle pas chez eux, on n'appelle pas le garçon par le prénom. On l'appelle comment? On l'appelle par le prénom du frère qui s'est tué en voiture. Oh là là, c'est délirant, Oui. C'est-à-dire que on l'a rebaptisé, enfin entre guillemets, pas officiellement, mais du prénom du frère décédé. Oui. Ah oui, non, c'est très malsain. Il n'est pas là pour remplacer ce frère. Ah non. Mais elle le faisait en votre présence? Ah oui. Devant moi, quand il est venu chercher son cadeau de Noël. C'est très choquant. Avec le papy, donc le papa de son autre papy, du côté de sa maman. Il lui a caressé les cheveux en lui disant, le frère s'appelait Jean-François. Ouais. Mon Jean-Jean. Oh là là, oui, non. Donc, oui, non, mais on peut, comme si elle offrait à nouveau un fils à ses parents et elle un frère. Enfin, ça va pas du tout parce que cet enfant n'est pas à sa place. Enfin, il est à la place, il prend la place d'un disparu. Comment est-il? Il est investi. Alors, il est très investi, surinvesti, évidemment, et on peut comprendre que non seulement la mère, mais la famille se le soit accaparée. Et qu'ils oublient, qu'ils font complètement abstraction de l'autre famille, parce que mais pour cet enfant, c'est très préoccupant. Moi, je pense dans un tel contexte, vous devriez quand même effectivement à ce moment-là, si elle, je crois, vous pouvez faire valoir effectivement vos droits de grands-parents, qui au moins que cet enfant est un échange avec sa famille du côté. Et d'autant plus, c'est choquant paternel. Ce comportement, étant donné qu'elle est enseignante. Ah, mais ça n'a rien à voir avec son niveau de connaissance, de culture, de... Elle doit avoir quand même un petit peu plus d'affinité au niveau des enfants. Oui, mais on est dans quelque chose qui la dépasse, de son histoire personnelle, d'un deuil qu'elle n'a pas fait, que la famille n'a pas fait. Donc c'est. Parce que Mais enfin, c'est très lourd pour votre petit-fils parce que voyez vous-même d'un côté, je trouve assez terrible la position de cet enfant. Je vous le cache pas parce que d'un côté, il est là pour remplacer entre guillemets l'oncle. Oui. Et de votre côté, il ne peut pas. Évidemment, un enfant ne peut pas remplacer. Mais vous dites vous-même que c'est la chair de votre chair, de votre fils, qui malheureusement est lui aussi tragiquement disparu en se suicidant. Donc cet enfant, où est-ce qu'il peut être aimé pour lui-même? Parce que c'est ça, un enfant, il est important qu'il soit aimé pour lui-même. Oui. Pour qu'il puisse trouver sa place et avoir le sentiment d'une valeur. C'est-à-dire qu'il n'a pas à tenir lieu, à avoir d'être... vous voyez, de combler une détresse aussi grande soit-elle. Il doit être investi pour lui, pour ce qu'il est, aimé pour ce qu'il est. Il a fait sa profession de foi au mois de mai. Elle nous a prévenus 2 jours avant en nous disant il fait sa communion. Nous ne faisons rien.
Elle ne nous a pas donné l'heure et à l'endroit où il faisait sa communion. Je lui ai envoyé quand même un chèque. Elle n'a pas dit merci. Oui, non, mais si vous voulez, je comprends mieux dans tout le contexte, effectivement, je trouve dramatique dans lequel est cet enfant. Je trouve ça très préoccupant pour sa santé psychique. On lui envoie un message pour savoir si on peut passer le week-end. Nous ne pouvons pas parce que le samedi, il joue du corps d'harmonie, donc... non, mais j'ai bien compris votre... Moi, ce qui me préoccupe, c'est votre petit-fils aussi, si vous voulez. Vous voyez, la façon dont il peut être investi, dont il est investi, dont il peut l'être. Et c'est ça. Bon, je comprends que vous soyez très peiné de ne pas le voir, mais cet enfant, il faut qu'il trouve sa place. Il faudrait qu'il trouve sa place pour lui. Il faudrait qu'il soit, je pense, suivi compte tenu de l'histoire familiale des deux côtés. Mais bon. Oui, mais déjà du départ, elle l'a pris pour un grand homme. Hein. Bon, en tout cas, moi je peux pas, c'est pas possible d'intervenir au niveau de sa mère. Peut-être vous, ce que vous pouvez faire valoir, c'est en tant que grand-parent, à ce moment-là, il est possible d'avoir. C'est terrible parce qu'on en arrive à une extrême limite. Ça n'arrangera pas vos relations si vous faites cette démarche. Surtout que ce garçon est très dépendant de sa mère puisqu'il n'a plus qu'elle. Donc c'est vrai que faire une démarche auprès d'un juge pour pouvoir le voir, c'est, si vous voulez, il a un âge où il peut dire non, où il peut dire je ne souhaite pas, parce qu'il est quand même très dépendant affectivement de sa mère qui a un pouvoir d'influence sur lui. Oui. Donc c'est vrai qu'il vaudrait mieux arriver à vous arranger avec elle pour trouver un terrain d'entente, même si pour le moment, ce qui est une façon de quand même continuer à entretenir cette relation avec votre petit-fils que vous avez construite il y a ces années, qui sont là derrière et qui n'oublient pas ce lien que vous avez tissé. C'est vrai qu'il y a l'autre solution qui est juridique en faisant valoir vos droits, mais ça risque de ne pas arranger les choses parce que ça veut dire que la guerre est ouverte, voyez. Et pour cet enfant qui est au milieu, c'est compliqué. Donc essayez de maintenir un lien avec lui en espérant qu'en grandissant, lui-même sera demandeur et pourra s'affranchir de l'autorité de sa mère. Bon courage à vous parce que c'est vraiment pas facile la situation que vous décrivez. Bonne soirée, au revoir. Continue sur Europe 1 avec tous vos appels au 39 21 jusqu'à 1h. Vous pouvez appeler ce numéro pour parler de vous et vous pouvez également, si une histoire fait écho à la vôtre, nous rejoindre pour dialoguer avec nous en direct à l'antenne, ou si vous êtes un petit peu plus timide, vous pouvez vous manifester par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Alors, beaucoup de réactions qui arrivent suite au témoignage de Marie qui nous parlait de son petit-fils qu'elle ne voyait plus depuis 1 an, parce que Marie donc a un fils qui s'est malheureusement suicidé, qui est le père de cet enfant de 12 ans, et cet enfant est dans une situation effectivement très particulière d'un point de vue psychologique, puisque d'un côté la mère a perdu un frère et dans la famille tout le monde appelle cet enfant du prénom du frère décédé dans un accident de voiture. Et de l'autre, évidemment, il y a une attente aussi très forte parce que le fils de Marie n'étant plus là, le petit-fils, est d'autant plus investi. C'est très compliqué et c'est vrai que c'est assez préoccupant pour un enfant parce qu'il peut se demander quelle est véritablement sa place. Alors quelqu'un dit: je suis choquée par ce témoignage, nous sommes témoins de quelqu'un qui a un problème et cette personne dit qu'il séquestre son enfant. Non, on n'est pas quand même dans un cas de séquestration, mais il dit pourquoi ne pas aller à la police, dénoncer, pourquoi doit-il payer pour tous les soucis de sa mère, je ne comprends pas. Aller à la police, c'est pas aussi simple, parce que la police, il faudrait des faits avérés, ils sont pas, compétents pour gérer ce genre de choses. Un signalement auprès effectivement d'un juge aux affaires familiales, juge pour enfants, en expliquant vraiment un peu le contexte familial dans lequel
évolue cet enfant, oui, pourquoi pas, effectivement, qu'il y ait un suivi proposé, éducatif, psychologique, ça relèverait plus que d'une plainte au commissariat. C'est ce que dit Catherine, vous pouvez toujours en informer un juge, faire valoir des droits, c'est ce que dit Jean-Pierre aussi de Marseille, qui dit ça serait important pour lui quand même et pour son avenir. Et puis un message de Laure qui revenait sur le témoignage de Daniel qui, après avoir quitté un homme avec qui elle avait vécu pendant ils ne vivaient pas ensemble mais depuis 12 ans, se demandait pourquoi elle ressassait toujours des mauvais souvenirs. Laure dit: je suis passée par des phases de ressassement comme vous après une rupture, je me le suis pardonné, j'ai accepté cette étape et cela était après des relations parfois beaucoup plus brèves. Une thérapie m'a aidée à être plus douce pour moi. Vous êtes en bonne voie. Europe 1. Bonsoir Bernard. Je m'excuse, là, je suis un peu stressé, c'est difficile d'être en attente et j'ai le cœur qui bat à 100%. Heureusement que vous avez le cœur qui bat, Bernard. Oui, bon. Oui, vous attendez depuis avant le journal, oui, donc l'angoisse montait au fur et à mesure, il était temps qu'on se parle alors. J'ai beau avoir 64 ans, je suis aussi ému qu'un jeune garçon, quoi. Ah bah c'est bien. Ouais, tout ça pour vous dire, Caroline, d'ailleurs en vous remerciant comme tous les auditeurs de ce que vous faites déjà. Merci, c'est gentil. Je tenais absolument à vous, comment dirais-je, à vous prouver mon admiration parce que c'est pas tellement évident de comment dirais-je, pouvoir contenir toutes les affres, les douleurs de vos interlocuteurs. Donc, je pense que vous devez très très bien dormir, je pense, après. Enfin, ceci étant, je vais passer directement quand même à ce qui concerne. Je dors bien, rassurez-vous, je dors beaucoup, justement. Oui. C'est d'intéresser les auditeurs, enfin tout du moins, je le pense, quoi. C'est-à-dire que parlez-moi de vous, oui. Actuellement, donc, je suis dans l'instance de divorce. Oui. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je suis marié depuis 40 ans, donc c'est quand même une sacrée douleur, quoi. Oui. Donc, mon épouse, si vous voulez, a fait, je pense, toujours, elle était assez mal dans sa peau. Elle a fait des psychothérapies, elle a pris pas mal de médicaments, tout ça, quoi. Mmh. Et je dirais bien une certaine instabilité que malheureusement, je n'ai pas su relativiser, quoi. Et donc on en vient donc au bout de 40 ans d'un divorce suite à des dettes inconsidérées de mon épouse. J'avais quand même hérité d'un héritage, elle a tout dilapidé. Ah oui, à ce point-là. Le jour de ma retraite, j'ai appris que j'étais en surendettement. J'avais eu une dizaine de crédits revolving qui ont été souscrits sans mon accord. Sans être matérialiste, j'avais des bijoux de famille, des stylos, je dirais, on peut le dire, des stylos Montblanc, je ne vais pas faire la publicité, mais comme quoi je ne suis pas matérialiste, mais c'était des objets auxquels je tenais énormément. Tout ça a été mis, comme on dit, chez ma tante, au milieu de côté, crédit municipal. Oui. Et donc, il y a 4 ans, on a déjà déménagé une fois parce que nous avons les huissiers qui nous tarabusquaient. Donc, on a été obligé de déménager. On a réussi, je dirais, à préserver le minimum, ce qui nous a permis d'acheter une maison beaucoup plus petite, en pensant qu'au bout de 4 ans, je veux dire que les leçons auront été prises par mon épouse, qu'elle aurait fini de dilapider l'argent. Et puis, je m'aperçois que 4 ans après, c'est toujours pareil. Et là, si vous voulez, il devenait vital pour moi de préserver le peu de ce qui va me rester d'une vie de travail et d'un héritage. Mais elle avait, pardonnez-moi de vous interrompre, elle avait des, quand vous dites une instabilité, vous voulez dire une instabilité de l'humeur, c'est-à-dire qu'elle a fait des épisodes un peu maniaques pour dépenser l'argent comme ça? Oui, absolument. Je pense que à la base, il devait y avoir un mal-être dû je sais pas, à son entourage familial. Oui, mais un mal-être fait qu'on n'est pas forcément dans des dépenses inconsidérées. Vous savez, il y en a qui sont bons dans l'alcoolisme, donc ils font des achats compulsifs. Oui, tout à fait. C'est une dépendance, oui. Donc, ça allait jusqu'à très très bien, parce que j'avais quand même l'amour de ma femme et tout. Oui.
Et puis, là, depuis quelque temps, c'était insoutenable. Et puis, il fallait que je me remue, parce que même, je veux dire, je suis pas mieux que les autres. Même mon entourage me disait, Bernard, fais attention, Bernard, fais attention. Je suis pas parfait, mais bon, je suis un bon garçon, j'étais pas embêtant, surtout qu'elle avait, pardon, surtout que je pense qu'elle a eu la frustration de pas, on ne l'avons pas eu d'enfant. Ça peut être aussi rajouter ça à la chose, quoi. Parce que vous en parliez, vous ne pouviez pas en avoir, vous n'avez pas pu en avoir, c'est ça? C'est-à-dire que on a fait 2 fausses couches, mais déjà à l'origine. Oui. À l'origine, il y a eu une fausse couche qui a été déclenchée par le médecin parce que déjà, elle prenait des médicaments. D'accord. Et ce qui l'a un peu dépité, comme moi-même, c'est qu'en fin de compte, je dirais pas qu'il y a eu une erreur médicale, mais en fin de compte, cet enfant était viable malgré les médicaments qu'elle prenait. Ah oui, c'est lourd, oui. Oui. Et puis, bon, après, on a essayé de faire, comment dirais-je, une demande d'adoption, tout ça. Et puis... on a trouvé que c'était un peu lourd, certainement à tort. On trouvait qu'ils étaient insidieux dans leur recherche et tout ça, ça nous a semblé assez lourd. On a, on a abandonné, quoi. Oui. Et tout ça pour en finir que, ces derniers temps, je veux dire que, mon épouse était très, très violente. Elle fait même peur à son entourage, elle fait même peur à sa famille. J'ai moi-même été victime d'agression chez moi par un de ses amis. Ah bon? Oui, c'est ma voisine. Mais cet homme est venu. Pourquoi vous a-t-il agressé? C'est-à-dire que c'est une longue histoire. Si c'est une longue histoire, alors on va pas trop. Vous avez porté plainte? Non, mais c'est-à-dire que écoutez, autant moi j'avais pas le droit je suis toujours chez moi puisque je dois quitter dans un mois, et donc je n'avais pas le droit de recevoir qui que ce soit, mais elle avait le droit de recevoir des amis. Et puis elle a raconté à un de ses amis que je la battais, que je buvais et tout. Et puis cet ami avait dormi chez nous, et le matin, c'est presque du Zola, je veux dire ça. Et le matin, il m'a agressé. Et il dit, oui, j'ai appris que tu avais tapé sur ta femme et tout. Et donc j'étais un homme qui avait plus de 20 ans, 20 ans de moins que moi, qui faisait des sports de combat, donc j'ai eu peur, quoi. Et donc j'étais chez la voisine, c'est la voisine qui m'a emmené chez SOS Médecins, et SOS Médecins m'a fait un certificat médical, et SOS Médecins m'a dit, écoutez monsieur, vous ne pouvez pas rester comme ça, il faut aller porter plainte, et contre fortune de mon cœur, malheureusement, j'ai dû porter plainte contre ma femme, qui était ma femme depuis 40 ans, quoi. Donc c'est assez difficile. Oui, mais en même temps, si vous en étiez arrivé à ce niveau de relation, quand la violence s'installe comme ça, ou fait irruption dans le couple, c'est très compliqué. Il y avait déjà des soubresauts avant, elle n'allait pas bien. Donc finalement, là, vous êtes en procédure de divorce actuellement? Oui, absolument. Et là, j'ai reçu un mauvais coup, c'est-à-dire que j'avais, comme dit l'autre, un dossier, c'est triste à dire, mais un dossier béton, simplement pour assurer ma défense, comme quoi, elle avait fait des dépenses, qu'elle avait fait, que j'étais agressé. Vous pouvez bien parler dans le combiné, je vous entends pas très bien, Bernard. Et là, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, là, je vous entends mieux. Oui. Et donc, j'avais un dossier, et puis en fin de compte, nous sommes passés en conciliation il y a 15 jours, et puis là, c'est jeudi dernier que j'ai eu le résultat de la conciliation. La conciliation dit que ma femme reste dans la maison, qu'elle garde la voiture, et moi, je dois quitter le domicile conjugal, alors que je me suis fait agresser, j'ai été dilapidé d'un héritage. Comment ça se fait que ça se retourne contre vous? Puisque tel que vous présentez les faits, vous dites être victime d'une agression physique, du fait que elle a dilapidé l'héritage. Donc comment se fait-il avec de tels éléments que ça se retourne contre vous? Qu'en dit votre avocat? Eh bien, justement, Caroline, j'en ai parlé donc avec mon entourage, avec ma belle famille, tout ça. Ils sont vraiment outrés. Et donc, c'est ça qui me déçoit. C'est que j'ai essayé d'avoir mon avocat. Oui. Mon avocat, je ne pouvais pas l'avoir. Pour quelle raison? J'avais simplement le standard. Je dis, écoutez, c'est quand même important, c'est l'avocat. Donc, je me suis, comment dirais-je, un peu emporté. J'ai dit, c'est quand même inadmissible. Vous êtes là pour défendre mes intérêts. Par le biais de la standardiste. Donc, la standardiste a répété ça à l'avocat. A transmis, oui.
Et cet avocat, ça ne lui a pas plu. Oui. Et donc là, ce soir, j'ai eu un mail comme quoi l'avocat se désistait, qu'à la limite... d'accord. Oui. J'aurais pas dû. Oui. Elle a mal pris que vous appeliez son secrétariat pour vous plaindre. Voilà. Alors que moi, j'aurais souhaité l'avoir de vive voix pour s'expliquer. Par rapport, comment dirais-je. Vous ne comprenez pas la décision. Mais le divorce n'est pas prononcé, c'est une conciliation pour le moment. Non, c'est une conciliation. À la suite de cette conciliation, je vais dire, j'ai un mois pour quitter la maison. D'accord. Mais écoutez, finalement, d'après ce que vous me dites, Bernard, c'est peut-être je comprends que ça vous fasse un coup de voir déjà, les résultats de la conciliation et puis l'attitude de l'avocat. Mais tant mieux qu'il se désiste parce que il vaut mieux que vous soyez mieux défendu. Enfin, en tout cas, que vous soyez dans une relation de confiance, puisque l'avocat est là pour vous représenter, pour faire valoir vos intérêts, comme vous le dites très justement. Donc autant que vous soyez vraiment entre les mains de quelqu'un qui va faire valoir vos intérêts. Or visiblement là, il y a pas de confiance. Donc autant que vous voyez quelqu'un d'autre. Oui, alors que simplement, je me demandais simplement et droit. Oui, vous vouliez comprendre. Mais vous l'avez exprimé de façon un peu avoir un rendez-vous, un peu en colère, quoi. Donc, oui. Mais je n'ai jamais pu le joindre. Oui, je comprends. À chaque fois, j'avais téléphoné. Oui, ce qui n'est pas normal. Vous auriez dû la voir au moins en ligne, qu'elle vous reçoive. J'avais téléphoné vendredi dernier. Allô, Bernard, vous n'êtes plus là ? Ah, ça a coupé. Bon, on va passer un petit peu de musique et on essaye de le rappeler. Alors, le portable de Bernard nous a lâché. Visiblement, on n'arrive pas à le joindre. Et oui, il nous disait qu'il attendait depuis un petit moment, le pauvre. Il était ému. Et puis maintenant, voilà, il a plus de batterie. Bon, en tout cas, si vous êtes à l'écoute, Bernard, sachez que il est important que vous retrouviez au plus vite un avocat et que finalement, ce qui vous arrive est peut-être certainement même un mal pour un bien, puisque cet avocat, qui a mal pris le fait que vous ayez appelé le secrétariat, même si vous étiez un peu en colère. Après tout, je veux dire, dans ces métiers, c'est comme quand on est médecin ou psy ou avocat, on sait bien que par moment, il y a des réactions comme ça de colère. C'est des sujets qui touchent à la vie intime, c'est douloureux. Pour autant, c'est pas pour ça qu'on va dire je vais plus m'occuper de vous. Donc, c'est certainement pas très motivé pour s'occuper de votre affaire. Et il vaut mieux que vous rencontriez quelqu'un qui défende vraiment bien vos intérêts. Donc, mettez-vous vite en recherche d'un nouvel avocat et bon courage à vous. Bonsoir Véronique. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Encore félicitations pour l'équipe que vous avez qui nous a fait patienter. Merci. J'ai dû tomber sur le même jeune homme que la dame de tout à l'heure et voilà, il a un franc succès, je pense. Mais vous savez que Jeanne est formidable aussi, hein. Vous n'avez pas eu Jeanne non plus. Pas eu Jeanne. Si, j'ai eu Jeanne au début et peut-être... Et Paul par la suite, parce que c'est Paul qui était en régie. Voilà, ce soir. Donc c'est Paul qui m'a rappelé. Voilà. J'ai eu Jeanne au début à qui j'ai exprimé votre histoire de mon appel. Voilà. Oui. Alors moi, je vous ai eu au téléphone dimanche pour l'émission de la dépression. Qui m'a apporté beaucoup de réponses, rien qu'en écoutant de toute façon l'émission, même si les interventions étaient brèves du fait de l'émission un peu spéciale. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'appels et nous sommes efforcés de donner la parole au plus grand nombre, mais c'est vrai que malheureusement on n'a pas pu. Sur 2 heures, surtout que c'était important d'entendre le spécialiste, Alain Gérard, qui était là, parce que on n'a pas pu évidemment malheureusement prendre toutes les personnes qui ont appelé, qui se sont manifestées. Je vous prie de m'en excuser. Qui le connaît, effectivement, c'est apparemment quelqu'un de
très bien. Et, ah oui, c'est un des grands spécialistes de la dépression. Donc je me disais qu'à travers, de toute façon, les questions posées, à travers l'entretien que j'avais avec lui, il y avait des réponses qui pouvaient être apportées, même si vous ne pouviez pas forcément vous exprimer à l'antenne. Ça apportait beaucoup de réponses à tout le monde, je pense qu'il se reconnaissait. Je l'espère. Voilà. Néanmoins, juste une petite parenthèse. Si éventuellement vous faites d'autres émissions thématiques. Oui, bien sûr, une fois par mois, le dimanche. Vous avez envie de faire une émission sur la migraine. Ça m'intéresserait fortement parce que je suis pas la seule, sans doute. On est des millions à souffrir de migraines au quotidien et de migraineux depuis des années. Oui, c'est très invalidant. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant aussi avec des spécialistes. Mais alors là, si vous voulez, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas faire une émission sur la migraine parce que c'est très médical et moi je m'occupe. Oui, c'est-à-dire que la dépression aussi, c'est une maladie, vous me direz, mais c'est quand même une maladie psychique, même si, comme le disait Alain Gérard, les manifestations physiques sont très importantes et qu'on n'en parle pas assez. Mais pour autant, si vous voulez, moi je me cantonne au domaine psychologique, psychiatrique, voyez, ou relationnel, après dans des thèmes qu'on abordera qui seront plus légers. Mais les thèmes purement médicaux, je les laisse vraiment à l'émission Allô Docteur avec l'excellent Jean-François Lemoyne le week-end, où là vous pouvez lui faire part de cette suggestion parce que vous avez raison, la migraine concerne beaucoup de personnes. La migraine, la mienne en tout cas, est entretenue par la partie psychologique. Ah oui, mais ça, il y a des facteurs, à la fois des facteurs héréditaires et puis évidemment, on sait bien que les contrariétés, le stress jouent. C'est un ensemble de facteurs. Mais vous pouvez le suggérer comme thème à Allô Docteur, je pense, parce que au docteur Jean-François Lemoyne. Oui, n'hésitez pas. Comme vous pouvez à moi me faire part de si vous avez des thèmes que vous souhaitez voir développer dans l'émission, donc plus psychologique, plus relationnel, vous pouvez me faire des suggestions aussi par mail. Alors je vous garantis pas de répondre à chacun parce qu'on peut pas faire un thème par auditeur, sachant que je fais un dimanche par mois. Mais s'il y a beaucoup de thèmes qui reviennent. Un thème sur le deuil ou pas? Non, et on en parlait hier justement avec Paul, Jeanne et Philippe Chartier que c'est un thème qui revient assez souvent dans l'émission et peut-être effectivement faire quelque chose autour de la problématique du deuil. Alors là, il faut prévoir 4 heures peut-être. Oui, non, ça sera pas possible, mais bon, 2 heures, ça sera déjà pas mal. Alors je reviens à ma préoccupation en fait. Jean-François Lemoyne, c'est le dimanche, 13-14 heures. Allô Docteur. Il n'y a pas de souci, je note. Vous allez sur le site, vous envoyez un petit mail. Il n'y a pas de souci. Donc je reviens à mon histoire, juste pour résumer à ce qui m'amène. Mon papa est décédé il y a 20 ans. Je n'ai pas fait le deuil de mon papa, donc depuis 20 ans, même si ça peut paraître bizarre qu'après 20 ans, j'en sois toujours au même point. Mes parents se sont séparés, j'avais 6 mois, donc j'ai connu mon papa, j'ai été une enfant divorcée tous les 15 jours. Et il a vécu, j'avais environ 10 ans, il a vécu avec une personne pendant 1 an et demi. Et avec cette personne, ils ont eu un petit garçon. Sauf qu'à la naissance de ce petit garçon, mon papa a quitté cette femme et n'a donc pas reconnu mon frère, qui est mon frère, mine de rien. Au décès de mon papa, alors je sais que mon papa n'a jamais voulu parler de cette histoire. Je pense que c'est quelque chose qu'il avait enfoui, cultivé lui-même. Donc je l'embêtais pas avec ça. Et moi, il m'a fallu du temps, mais en tout cas, au bout d'un moment, c'était devenu pour moi obsessionnel de rechercher ce frère que je ne connaissais pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que on m'avait dit qu'il lui ressemblait. Qui vous avait dit ça? En fait, mon grand-père paternel, donc lorsque cette personne s'est retrouvée toute seule avec son bébé, s'est occupé d'elle et du petit, l'a accueillie parce qu'elle s'est retrouvée toute seule, sans rien, donc l'a accueillie chez lui. Et j'ai su par la suite, par ma grande-tante, qui ne sont plus de ce monde malheureusement maintenant, mais que mon frère ressemblait beaucoup à mon papa.
Oui. Et moi, n'ayant pas fait le deuil de mon papa, je crois que c'est un petit peu aussi une recherche que je fais dans ce but-là, peut-être un peu égoïstement, mais voilà. Et il y a 2 ans de ça, donc moi j'ai fait une grave dépression il y a 4 ans, et il y a 2 ans de ça, ça me trottait toujours dans la tête, et ça restait, je pense que ça reste un but pour moi d'en savoir un peu plus. Et j'avais très peu d'éléments. J'avais le nom de jeune fille de sa maman. Je savais où elle avait habité, dans quelle région. Je ne savais pas si mon frère portait le nom de jeune fille de sa maman ou s'il avait été éventuellement déclaré par un autre compagnon par la suite. Je ne savais pas grand-chose de plus. Donc j'ai fait des recherches dans les pages jaunes du nom de jeune fille de sa maman. Et il m'en est tombé une flopée parce que c'était un nom assez courant. Mmh. Et puis voilà, en fait cette journée-là a été assez spéciale parce que j'ai appelé le premier numéro qui m'est venu sur les pages jaunes. Et je suis tombée sur un monsieur, donc c'est vrai que c'est une démarche un peu compliquée, donc je lui ai dit écoutez, voilà, je vous appelle dans une démarche très personnelle. Je cherche à joindre telle personne. Est-ce que je suis chez la bonne personne? Il me dit vous êtes qui? Alors je lui donne mon nom en fait. Et je lui dis écoutez, je voudrais juste rentrer en contact avec cette personne si c'est possible. Si vous lui donnez mon nom, je pense que ça lui parlera. Il me dit écoutez, elle n'est pas là, mais je lui donnerai votre numéro quand elle rentrera. Et si elle a envie de vous appeler, elle vous appellera. Donc là, j'ai le cœur qui s'est mis à battre la chamade parce que curieusement, j'étais tombée sur le bon numéro alors que j'avais peut-être des listes entières. Et 10 minutes après, cette personne m'a rappelé. Donc je lui ai donné mon nom. Elle s'est mise à pleurer au téléphone et elle m'a dit, tout de suite, elle m'a dit, est-ce que tu peux me donner des nouvelles de ton papa? Et je lui ai dit, mon papa il est parti. Il a eu un arrêt cardiaque. Donc là, à nouveau, elle s'est mise à pleurer, moi aussi, et elle m'a dit, écoute, Véronique, ton appel me fait à la fois du bien de t'entendre parce que ça me ramène des souvenirs, mais ça me fait aussi du mal parce que notre histoire s'est arrêtée et que je me suis retrouvée dans une situation difficile avec ton frère. Et donc voilà, je lui ai expliqué le but de ma démarche. Je lui ai dit, écoute, donc moi j'avais à l'époque 10 ans. Oui. Et en fait, le jour où j'ai appelé, c'était le jour de son anniversaire. Et je ne le savais pas. Et elle m'a dit, tu sais que tu appelles le jour de l'anniversaire de ton frère. Donc j'étais encore plus stupéfaite. C'était un signe de vie assez étrange. Et elle m'a dit, écoute, voilà, elle m'a dit, ton frère, donc j'ai posé des questions. Je lui ai dit, est-ce qu'il est au courant que j'existe? Parce que ma démarche n'était pas d'aller directement à la recherche de mon frère, mais de passer par sa maman pour pas lui faire un choc émotionnel, parce que ça peut être violent, pour débarquer dans sa vie alors qu'il a une petite vie tranquille et que je pense que... Enfin voilà, je savais pas où j'allais. Hein. Donc, j'ai pris contact avec sa maman, j'ai eu de la chance de pouvoir rentrer en contact avec elle. Oui, qu'elle parle avec vous. Voilà, on a parlé ensemble. Elle m'a dit, écoute, voilà, ton frère pour l'instant il est un peu déstabilisé sur le plan professionnel, personnel. Elle me dit, j'ai même peu de contact avec lui parce que il s'est mis un peu en marge de la société et tout ça. Et elle me dit, néanmoins, voilà, il n'est pas au courant que tu existes. Par contre, il sait que son papa, qui l'a élevé, avec la personne avec laquelle elle a refait sa vie, n'est pas son papa, et qu'il a un autre papa biologique. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois que je pourrais un jour... effectivement, elle m'a dit que là, c'était pas le moment, parce qu'elle le sentait trop fragile pour assumer ce genre de déboulement dans sa vie. Comment présenter la chose, c'est pas évident. Oui, s'il est déjà un peu fragile, un peu perturbé. Donc ça fait 2 ans et je me demande aujourd'hui, c'est vrai que tous les jours, ça me titille de reprendre le téléphone, parce qu'elle m'a dit, n'hésite pas à me rappeler si tu le veux, dans 1 an, dans 2 ans, quand tu le sentiras, et je te dirai et tout. Et c'est vrai que je sais pas si je vais faire un tsunami dans cette famille, si pour moi ça va finalement m'apporter
plus de bien que de mal. Oui, qu'est-ce que vous recherchez? Quelle est cette quête? Pourquoi ça vous titille autant? Je crois que je recherche mon père. Ouais. Tout simplement. Oui, alors c'est peut-être pas la meilleure réponse. Vraiment. Oui, mais même s'il lui ressemble, ça ne sera pas votre père. Oui, puis ça risque, je pense que ça risque de me faire un choc. Oui, mais derrière ça, il y a votre difficulté. Vous l'avez glissé comme ça très vite à un moment, mais en disant que vous ne parveniez pas à faire le deuil de votre père. Non. Non, ça peut paraître curieux après 20 ans, mais non, je suis encore... Non, j'en suis encore... toujours... il est mort le 11 novembre et j'en suis encore là. Je suis encore au jour où c'est arrivé, quoi. Oui. J'avance pas. Ça a été brutal. Voilà. Pourquoi, selon vous restez comme ça bloqué, que vous n'arrivez pas à... en fait, mes parents sont séparés, j'avais 6 mois, donc j'ai connu mon papa effectivement par intermittence, par la garde d'une semaine sur 2 et ma mère, d'un autre côté, avait une vie très instable. Ma mère s'est mariée 4 fois et divorcée 5, donc enfin voilà, ça a été un petit peu l'instabilité totale, on va dire. Moi, je suis passée par tout parce que j'étais l'aînée, donc je suis passée par toutes ces phases-là. Oui. Du côté de mon papa, il y avait de la stabilité et mon papa est parti au moment où on se découvrait, au moment où moi je suis partie de chez maman et j'ai pris mon indépendance et là, moi je dirais, c'est vrai que j'ai une image un peu... Il avait quel âge, pardon, quand vous êtes... Il avait 45 ans. Et vous aviez quel âge quand il est parti? J'avais 25 ans. Mes parents m'ont eu tout jeune, se sont séparés après ma naissance. Mais vous avez l'âge qu'avait votre père quand il est décédé. Voilà. Et j'ai eu ce week-end... c'est pas neutre non plus, tout ça. Ce week-end, ça fait 20 ans qu'il est parti. Et j'ai passé un week-end horrible parce qu'en fait, depuis 20 ans, j'étais persuadée que je mourrais le même jour que mon père. C'est-à-dire que pour moi, le 11 novembre à 45 ans, c'était fini. Et pourquoi cette idée de... je sais pas, comme vous associer comme ça. Si j'avais une âme... je m'étais mise en tête que j'avais peut-être la même âme que la sienne. C'est compliqué. Vous pouviez pas le dépasser symboliquement en âge, être plus âgé que votre père au moment de sa mort. C'est compliqué à vivre, cela dit, quand on a eu des parents morts prématurément, donc jeunes. C'est compliqué souvent quand on arrive à l'âge qu'ils avaient au moment de leur décès. C'est-à-dire finalement après de devenir plus âgé que ses parents. Oui. Oui, je comprends ce que vous dites. Et c'est vrai que c'est une nuit que j'appréhendais. J'ai pas dormi dans la nuit de samedi à dimanche, mais volontairement, j'ai laissé la lumière de peur de m'en aller. Parce qu'il est parti à 4h du matin. Oui, vous étiez de peur de m'en aller. Donc, alors, je suis suivie. Je vais voir une psychiatre depuis ma dépression. J'en parle beaucoup parce que de toute façon, le travail sur le deuil, ça fait 4 ans que je le fais et j'avance pas. Vous avez le sentiment peut-être de ne pas avancer? Oui, j'ai le sentiment de ne pas avancer, mais je reviens toujours sur les mêmes choses. Sur les mêmes visions, sur les mêmes... Vous n'arrivez pas à dépasser ces visions Non. Vous en parlez avec elle, ce sentiment de tourner en rond Ah oui, complètement. Qu'est-ce qu'elle en dit? Elle, effectivement, le blocage, il y a un blocage psychologique qui est très fort et j'ai pas fait d'étape du tout. Alors, mis à part peut-être la première étape qui est complètement le déni parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes dans le deuil et le déni, je pense, étant vraiment la première, peut-être. On refuse ce qui a pu se passer et on comprend pas et moi, j'en suis là. Peut-être que le fait d'arriver à l'âge aujourd'hui qu'avait votre père, au moment où il est décédé, c'est passé le 11 novembre et vous êtes toujours là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser. C'est-à-dire que vous pouvez, voyez, c'est-à-dire cette espèce de malédiction qui devait s'abattre sur vous comme si vous deviez le rejoindre, que votre destin était étroitement lié au sien. Il y a peut-être quelque chose qui peut s'apaiser. Pour autant,
Il y a, si vous voulez, votre père vous a manqué. Oui, tout le temps, il y a ce manque. Comment ? J'avais l'impression de reposer, vous voyez, comme un pilier de marbre et dessus il y a une statue. Que lui c'était le pilier et qu'on me l'a enlevé. Oui, pour autant un pilier qui n'était pas tellement là par intermittence. Et au moment où vous mais vous étiez déjà une jeune femme de 25 ans, c'est-à-dire au moment où vous rapprochiez de lui. Oui. Bon, il a cet infarctus. Donc voilà. Là, vous êtes resté dans quelque chose d'inachevé à un moment où vous étiez dans cette proximité, mais néanmoins, il y avait ce manque dans ces années qui sont tellement importantes de bébé, de l'enfance, d'après de l'adolescence. Vous voyez, c'est ce côté un peu chaotique. Quelque chose qui n'est pas à négliger, je pense qu'il est à prendre en compte, c'est que mon papa devait se marier avec la sœur de ma maman. Et ma maman lui a piqué mon papa. Donc je reste aussi à me dire peut-être que j'aurais été la fille de ma tante en fait. Mm-hmm. Et que ça ne serait peut-être pas passé de cette façon-là. Vous n'auriez pas été vous? Je ne sais pas. Ben non, si vous aviez été la fille de votre tante. Ça ne serait pas vous. Oui, mais du coup, c'est un peu particulier, quoi. C'est de se dire, même ma tante qui me dit aujourd'hui, ton papa, c'est l'amour de ma vie. Mais c'est une culpabilité, comme si finalement vous, alors que vous n'êtes pas responsable de ça, mais... Non, j'ai juste demandé une fois à ma maman si effectivement j'étais voulue parce que ça m'a interpellée, quoi. Je me suis demandé. Pourquoi vous demandiez ça? En fait, de la façon dont ça s'est passé, puisque ma mère devait pas vraiment se marier avec mon père. Oui, ils se sont séparés quand vous étiez bébé. Et ils se sont séparés. Mais pour autant, il ne s'est pas mis avec... Ça a dû être un cataclysme familial. Ah oui, tout à fait. Puisque si c'était... il était fiancé à votre tante? Oui, tout à fait. Et il a annulé le fiançailles, le mariage pour... Voilà. Oui, ça a été une véritable histoire d'amour entre deux. Oui, tout à fait. C'était un coup de foudre. Alors après, qu'ils n'ont pas pu transformer en relation, mais on peut penser aussi qu'il y a eu l'entourage familial derrière, ça a dû être un cataclysme. Évidemment, entre les deux sœurs, entre votre tante et votre mère, mais aussi pour vos grands-parents. Oui. Donc vous êtes aussi l'enfant de ce couple qui était dans la transgression d'une certaine façon. C'est pas facile à vivre. Vous voyez, comme si vous aviez un poids là, déjà de par votre naissance, au point de vous demander si vous étiez souhaité, si vous aviez bien votre place, vous étiez bien légitime. Voilà. Bon, alors qu'en fait il y a eu une très belle histoire d'amour. Enfin, il y a eu un coup de foudre en tout cas entre deux. Ça a été très court, mais... Oui, mais bon, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été intense. Je ne sais pas. J'ai des doutes, moi. Oui, mais c'est étonnant. C'est parce que là, je pense qu'il y a quelque chose autour de... Plutôt par rapport à la relation avec ma maman. Oui. Mais il y a des choses, c'est pour ça, je pense que votre frère, dans cette perspective-là, est assez... pour le moment secondaire, c'est-à-dire qu'il vous l'investissez, c'est un comment dire. Mais j'ai l'impression que si à défaut de votre père. Je sais pas, voilà, j'ai ça en tête et Oui, mais c'est parce que il faudrait qu'il vienne remplacer, compenser l'absence de votre père. Enfin, il y a quelque chose. Oui, vous, ça serait compliqué puisque. Lui il vous a manqué, il était là par intermittence, mais lui, il n'a pas été reconnu. Donc, vous voyez, je vois pas au-delà de ça ce que vous pouvez, vous êtes aussi celle qui a été reconnue par rapport à lui. C'est compliqué, hein. Il peut y avoir de la tension. Donc je crois qu'il faut continuer à vous apaiser, vous, à travailler sur ce manque de père. Il y a plus quelque chose à ce niveau-là que d'aller chercher dans le réel auprès de votre frère. On va accueillir Bruno qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir.
Vous vouliez lui parler à Véronique, hein? Bonsoir, Bruno. Oui, bonsoir Véronique. Oui, parce qu'en fait, j'ai pris une émission en cours de route, mais j'ai assez bien compris ce qui se passait. Moi, j'ai vécu exactement la même chose. J'ai perdu mon père quand j'avais 17 ans. J'en ai 52. Il en avait un peu plus de 50. Et c'est vrai qu'entre 17 ans et un peu plus de 50, j'ai assez mal vécu parce que je trouvais ça pas très normal qu'il meure si jeune et que j'avais effectivement l'envie, le désir et en même temps la crainte de dépasser son âge. Et j'avais aussi calculé le nombre de jours pile et il fallait que j'atteigne absolument le 15 mai 2011. Et c'est vrai que depuis le 15 mai 2011, je vais beaucoup mieux. Parce que je sais pas, j'ai passé vous avez dépassé l'étape. Ouais, j'ai dépassé, que lui, bon, il était malade, hein, il soignait pas. Moi, je suis un peu malade aussi, mais je me soigne. Donc, j'ai l'impression d'avoir un peu gagné une victoire, là, dans l'histoire, d'avoir fait mieux que lui, en plus. Et c'est vrai que depuis un peu plus d'un an, ça va bien. J'ai en tout cas plus ce poids-là. J'ai dépassé, tant mieux pour moi. J'ai bien fait ce qu'il fallait pour le dépasser et j'ai plus de soucis. Donc, mais par rapport au deuil de votre papa, vous aviez avancé, vous en étiez... pour vous, c'était... Oui, moi, ça n'avait pas posé apparemment autant de problèmes que pour vous. Je m'en étais assez rapidement détaché et oui, j'avais fait le deuil. Mais enfin, j'avais cette volonté. Moi, c'était le contraire. C'était pas la crainte. Enfin, j'avais l'envie de dépasser cette date-là. Mais c'est vrai que ça me bouffait un peu ça m'angoissait. Vous aviez une crainte quelque part. Si vous oui, j'avais une crainte. Ouais, j'avais une crainte et en même temps un désir et puis j'avais un frère aîné qui a 10 ans de plus que moi. Alors lui, il était plus vite arrivé que moi à l'âge et je m'étais dit bon, il n'y a pas de raison que je fasse pas mieux que lui. Et depuis cette date-là, en fait, les choses vont pas différemment d'avant, mais au moins, moi, je continue. Vous avez un poids de moins. Et puis derrière, j'ai des enfants, donc les enfants, ils continuent à avoir leur père. C'est vrai aussi que j'étais mal quand eux ont eu 17 ans, quand ils ont eu, eux, mes enfants, l'âge que j'avais quand j'ai perdu mon père. Oui, je me suis dit, c'est un peu jeune, si je meurs maintenant, j'ai encore des choses à faire avec eux, quoi. Oui, et pour eux surtout. Donc maintenant, ils sont grands, ils sont dans la vie active, ils sont lancés, ils sont partis. Moi, j'ai dépassé ça depuis 18 mois, et c'est vrai que je suis beaucoup plus apaisé. Les choses continuent gentiment, tranquillement, et voilà. Donc moi je dis, il ne faut pas que vous vous en fassiez. Vous aviez certainement une angoisse pour atteindre ce fameux 11 novembre. Maintenant qu'il est arrivé, voilà, vous allez pouvoir... oui, il y a quelque chose qui peut vous apaiser, je pense aussi. Puis comme dit Cathy, vous l'avez souligné, elle envoie un petit message aussi pour dire il y a quelque chose aussi dans ce problème qui semble lié à votre mère. N'oubliez pas cet aspect-là aussi, quand même, de la relation à votre mère, parce que c'est du fait complexe dans la configuration. Vous ne la voyez pas? Non. Ouais. Donc, voyez, tout n'est pas. Il y a aussi beaucoup de choses sur où vous reportez, vous idéalisez, vous sublimez sur ce père. Finalement, ce qui peut être un peu aussi l'arbre qui cache la forêt, parce que de vos difficultés avec votre mère. C'est possible. C'est tout compliqué, mais effectivement, bon, ça... Parce que c'est pas anodin de vous imaginer fille de votre tante, voyez, enfin... Oui, non, mais tout est confus et... Un peu, oui, c'est pour ça que vous avez du mal à vous demander quelle est votre place. Et ça peut jouer aussi dans votre problématique de deuil, C'est-à-dire, voyez, vous cherchez, vous avez du mal, comme si vous cherchiez une lignée, vous demandez où est votre place. Comme s'il y avait une culpabilité, finalement, à être là, présente, en vie, dans la vie. Oui, mais il y a des choses... Vous savez, par moments, on peut avoir l'impression de stagner, de pas avancer, puis il y a quand même du travail qui peut se faire aussi à notre insu, Oui, non, mais tout à fait. Puis, comme je dis à chaque fois, ma psychiatre, c'est vrai qu'elle a toujours la petite phrase en sortant qui me fait réfléchir jusqu'au rendez-vous d'après. Donc ça, c'est pas important. Oui. Voilà, parce que je suis avec quelqu'un de très bien et on avance, bien sûr qu'on avance. Oui.
Mais voilà, on a l'impression d'avoir tellement de choses. C'est bien si en sortant, vous voilà, il y a une phrase, hop, elle vous relance et vous partez sur d'autres sentiers. C'est bien. Et là, je ressors, avec de quoi mijoter pendant une semaine. Bon, alors vous allez avancer, ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci beaucoup, Bruno, de votre aide. Bon courage, Véronique. Merci à vos témoignages et bonne soirée à vous. Ça va aller de mieux en mieux tout seul, vous inquiétez Merci. Bon courage, Véronique. Merci, au revoir. Caroline. Merci, au revoir. Bruno. Bonne soirée. Belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1. C'est l'heure des informations présentées par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence.